Salut YouTube, aujourd'hui on va parler de DBT. DBT, c'est un outil de plus en plus utilisé par les entreprises pour construire des plateformes de données. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer ce qu'est DBT, mais aussi le profil des gens qui l'utilisent. Allez, c'est parti! Dans la première partie, je vais tout d'abord vous expliquer à quoi sert DBT et aussi à quel moment ça se place dans une plateforme de données. Mais avant, je suis obligé de vous faire un petit historique. Alors DBT, ou en anglais Data Build Tool, outil de construction de données, a été créé en 2016 par une société appelée Fishstone Analytics. Le premier commit dans DBT remonte au 15 juillet 2016. Je pense qu'il est important de dire que DBT, en ces 5 ans, a fait énormément de chemin. Je suis vraiment désolé, dans cette vidéo, je vais dire DBT à plein de moments. Mais bon, c'est le sujet de la vidéo, donc c'est normal. Récemment, il y a 2 semaines, ils ont levé 150 millions de dollars pour les aider à accélérer et surtout pour développer l'offre cloud, donc payante, de l'outil. Mais DBT, c'est aussi un outil open source. En termes de chiffres, DBT annonce que à peu près 5500 entreprises utilisent la version DBT Core, donc la version open source qui est gratuite, que tout le monde peut utiliser chez soi, plutôt dans son entreprise, et 1000 entreprises utilisent la version cloud qui est payante à partir de plus d'un développeur. DBT annonce aussi qu'ils ont certifié 1300 personnes, ce qui veut dire quand même que c'est un gage de solidité, parce que quand la communauté s'engage et se certifie sur un outil, c'est quand même que c'est assez structuré. En plus de ça, DBT possède un Slack communautaire qui est rempli de 15 000 membres. 15 000, c'est assez énorme pour un Slack communautaire. Je sais pas si c'est le plus gros, mais ça doit faire partie des plus gros. Comme je viens juste de vous le dire, DBT a aussi fait une levée de fonds très récemment de 150 millions de dollars, ce qui porte l'évaluation de la société à presque 1,5 milliard de dollars. Grâce à la levée de fonds, ils ont aussi décidé de changer de nom, et aujourd'hui, la société qui est dite DBT ne s'appelle plus Fishstone Analytics, mais bien DBT Lab. Je pense que ce renommage est aussi pour faciliter la recherche sur Google, parce qu'aujourd'hui, il y a un gros problème. Lorsqu'on cherche DBT sur Google, le premier outil qui apparaît, et je travaille dans la data, le premier outil qui apparaît n'est pas DBT, mais une obscure société. La récente levée de fonds de DBT et les chiffres que je viens de présenter donnent le vertige. Avec près de 200 millions de dollars levés en 5 ans, je trouve que l'aventure DBT est assez extraordinaire. Tout d'abord, DBT c'est un outil open source. Aujourd'hui, si on va sur GitHub, on peut voir à peu près 5000 commits et environ 150 committeurs au projet, donc c'est-à-dire des personnes qui ont participé et qui ont écrit au moins une ligne de code dans le projet. Ce qui est intéressant, c'est que quand on épluche le GitHub, on va voir que sur la partie open source de DBT, la plupart des contributions a été développée par 2 personnes, le CTO et probablement un des premiers ingénieurs de DBT. Les contributions sur le projet ont quand même réduit depuis mai 2020. Je pense qu'aujourd'hui, le projet DBT est quand même très structuré, notamment le projet Core, et aujourd'hui, l'investissement massif dans DBT, c'est surtout pour développer la partie cloud et pour que des entreprises utilisent le service cloud. Il faut pas se mentir. Cette levée de fonds de DBT n'est pas la seule dans l'écosystème data. Il y a plusieurs entreprises qui ont récemment levé des fonds au-dessus d'un projet open source pour développer un modèle freemium. On a par exemple Preset.io qui est la version cloud de Apache Superset, qui est aussi un outil open source. Mais bon, avec tout ça, je vous ai toujours pas dit ce qu'était DBT. DBT, tout simplement et littéralement, en français, c'est un framework qui combine du SQL avec des bonnes pratiques de développement pour rendre la transformation de données fiable, fun et rapide. J'ai traduit ce bout de texte depuis le site de DBT. Je vais essayer d'expliquer les différents mots de la définition. Un framework ou un cadre de travail, c'est un ensemble de règles définies par un éditeur qui, nous, les développeurs, nous guide dans nos choix de développement. Ensuite, DBT, pour rentrer dans le détail, c'est un outil qui intervient sur la partie transformation de données. Transformation de données, on en a déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais je vais essayer de faire un tout petit rappel. Bien sûr, aujourd'hui, on est capable, en informatique, de faire de la transformation de données avec plein de langages différents. Mais dans le cas de DBT, la transformation de données va se faire avec du SQL. Je veux juste faire pause dans la vidéo pour vous parler du SQL, parce que j'en ai jamais vraiment parlé dans les 2 vidéos précédentes. Le SQL, ou en français, langage de requête structuré, est un langage de transformation de données compris par les bases de données. En général, lorsque vous voyez select, from, quelque chose, alors vous êtes sur une requête SQL. Je vais vous donner les quelques mots-clés qui vous permettent de comprendre la base d'une requête SQL. On verra de toute façon dans des vidéos un peu plus avancées ce que c'est vraiment une requête SQL. Aujourd'hui, le SQL c'est vraiment devenu le standard. C'est le langage commun entre toutes les personnes qui travaillent avec de la donnée, qu'ils soient data analyst, data engineer, data scientist ou même business analyst. Selon moi, si vous devez apprendre une compétence technique de la data, c'est vraiment le SQL. C'est dans les faits un langage qui se rapproche de l'anglais et qui est très facile à lire et à écrire. En général, une requête SQL se décompose de la manière suivante. On va avoir un select qui va spécifier les colonnes que l'on veut récupérer dans notre table. On va avoir un from qui va spécifier la table ou le dataset dans lequel on va aller chercher notre donnée. Et on va avoir un where qui va spécifier les filtres que l'on veut appliquer sur notre donnée.
Par exemple, on veut récupérer les données qui correspondent seulement à la France, alors on va filtrer sur country égale France, par exemple. Bien sûr, il y a des concepts plus avancés, mais on les verra plus tard. En entrée d'une plateforme de données, on a forcément une base de données source. On a déjà vu dans les vidéos précédentes ce que ça pouvait être. Cette base de données source, on va la copier dans le data warehouse. C'est ce qu'on appelle l'étape d'extraction et de chargement, extract plus load dans ELT. Une fois la donnée source copiée dans le warehouse, on va avoir besoin de transformer la donnée afin de l'utiliser à des fins d'exploration, de statistiques ou de reporting. C'est là que DBT intervient. DBT, selon moi, c'est le compagnon pour structurer vos transformations SQL. Ce qu'il est important de rappeler, c'est que DBT ne fait pas les calculs, DBT structure les calculs. En fait, le Data Warehouse va effectuer les calculs, mais DBT va les organiser entre eux. Dans DBT, on va être capable de dire ce calcul dépend d'un autre, et ainsi créer un arbre de dépendance entre tous les calculs. Cette partie-là, en général, c'est ce qu'on appelle l'ordonnancement. Dans cette deuxième partie, je vais essayer d'analyser qui sont les utilisateurs cibles du produit DBT. Si l'on lit les articles qui ont été écrits par Tristan Hardy, le CEO de DBT, on va voir que les utilisateurs ciblés par DBT sont ce qu'on appelle des Analytics Engineers. Et c'est bizarre, Analytics Engineer, ça ne fait pas partie du triptyque des métiers de la Data Science. Pour rappel, ce triptyque des métiers de la data, c'est les Data Engineers, les Data Scientists et les Data Analysts. Pour ma part, je me mets dans la première catégorie. Ça se met où vraiment un Analytics Engineer? En fait, je vais vous donner ma grille de lecture. Selon moi, l'Analytics Engineer, c'est un profil qui va se trouver à la frontière entre le Data Engineer et le Data Analyst. En effet, la responsabilité de l'Analytics Engineer va être de gérer le modèle de données et les transformations de données, grâce à des outils comme DBT ou quelques alternatives de DBT qui sont en train de sortir. Bien sûr, derrière le terme Analytics Engineer, il y a aussi un sujet de reconnaissance. En effet, on met Engineer dans le titre. Et pas seulement. La responsabilité de l'Analytics Engineer va être vraiment au niveau de la transformation de données et d'être capable de créer un modèle utilisable par tout le monde dans l'entreprise et qui va durer dans le temps. Dans l'ancien temps, on pouvait aussi appeler ce métier-là BI Engineer ou Business Intelligence Engineer. Si on peut faire le parallèle, il y a aussi un métier qui est en train de se créer entre le Data Engineer et le Data Scientist, c'est ce qu'on appelle le Machine Learning Engineer, dont le but est de aider les Data Scientists à mettre en production leur modèle dans une plateforme qui est développée par des Data Engineers. Dans cette dernière partie, je vais essayer de vous montrer comment vous pouvez rapidement paramétrer un projet DBT sans trop vous poser de questions. Je vais maintenant vous faire un petit tour rapide de DBT Cloud, qui est l'outil payant de DBT pour manager des projets DBT. Donc j'ai rempli le formulaire pour démarrer mon essai gratuit de 14 jours. Une fois le formulaire rempli, je suis arrivé sur la page Welcome to DBT Cloud et je dois vérifier mon email. Donc je vérifie mon email. Mon adresse email est vérifiée. J'arrive sur la page d'accueil de DBT. Et donc ce qu'on voit, c'est que je suis dans la société Kixel. Donc Kixel, c'est ma société. Et je dois paramétrer le projet qui s'appelle Analytics. Donc le projet est déjà créé, il faut que je mette la database connection, donc c'est que je mette une connexion à ma base de données. Donc je vais me connecter à une base de données BigQuery dans mon cas, et pour me connecter à une base BigQuery, je vais utiliser un service account que j'ai déjà créé qui me permet de me connecter à BigQuery. Donc là j'ai téléversé mon service account, donc là les champs private sont bien remplis, mais je les cache pour la vidéo. Créer des credentials et donc je peux passer, je peux faire un test. Donc le test fonctionne et je peux passer à l'étape d'après. Une fois que je suis passé à l'étape d'après, je peux paramétrer un repository. Donc le repository, c'est l'endroit où je vais stocker. Donc je crée un repository qui s'appelle vidéo. Je passe à l'étape d'après, et donc si je veux, je peux souhaiter, si je le souhaite, je peux inviter des utilisateurs, sauf que je vais inviter personne et je vais skip. Donc là on voit que mon essai va terminer le 1er août, mais d'ici là je peux tester DBT Cloud et faire ce que je veux. Donc moi je vais commencer à développer. Ok, le projet a bien chargé, donc ce que je vais faire c'est que je vais initialize mon projet. Le projet est bien initialisé, donc ici on voit, on a différentes petites bulles qui nous expliquent ce qu'on peut faire. Donc ici en fait on est dans un éditeur de texte où on va pouvoir commencer à développer sur DBT. Donc là je suis dans mon projet DBT Cloud 22.18.2 vidéo et je vais pouvoir créer des modèles. Les modèles dans DBT, c'est ce qui nous permet de calculer des données. Donc là, dans mon cas, je vais utiliser le modèle exemple. Donc on voit que dans un projet initialisé, on a deux modèles qui existent, qui sont MyFirstDBTModel et MySecondDBTModel. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a du SQL DBT avec un template. Donc c'est du template qu'on appelle Jinja.
Donc ici vous voyez on a accolade qui dit que ce modèle là on va le matérialiser avec une table et ensuite on a une requête SQL. Si je fais preview data par exemple, je vais voir le résultat de ma requête directement ici. Ici si je le souhaite je peux exécuter dbt run et en faisant dbt run vous allez voir dbt va se lancer. Donc là on voit que dbt a bien tourné, passe 2, il a tourné, il a créé 2 tables. Et on voit ici le résultat de nos différents runs. Donc si je vais dans mon interface BigQuery maintenant, on voit que j'ai un dataset qui s'appelle dbt cblefari, dans lequel j'ai les 2 tables que je viens de calculer. Donc mon but c'était juste de faire un petit tour rapide de l'interface cloud de dbt. Si je le souhaite, je peux faire commit et donc je vais faire first commit. Donc ça veut dire que là je vais sauvegarder tous les changements que j'ai fait sur mon modèle. Alors là je viens juste de vous faire un tour de l'éditeur de texte dbt, donc où on a nos fichiers, nos requêtes SQL, mais dans dbt Cloud en fait on peut aussi aller paramétrer des environnements. Donc si on veut se connecter à un BigQuery de développement, un BigQuery de production, on peut paramétrer tout ça à cet endroit-là. Si l'on souhaite, on peut aussi créer des jobs, donc c'est-à-dire des calculs qui vont se lancer à intervalles réguliers. Par exemple, si je veux créer un job qui va se lancer tous les jours, je peux faire un trigger et je dis everyday et le job va se lancer tous les jours. Ça, c'est un tour rapide de l'interface de dbt Cloud qui commence à être de plus en plus fournie en fonctionnalités et qui vous permet, en tant que solo développeur ou en petite équipe qui travaille sur un warehouse, de faire ce que vous voulez. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et cette introduction très vulgarisée sur dbt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo.